Voilà, bonjour à vous. Merci de votre présence ce soir pour ce webinaire consacré au dossier numéro 577 des cahiers pédagogiques qui a pour titre que nous apportent les méthodes avec un point d'interrogation. Je vous rappelle que vous pouvez voir et faire voir nos webinaires à partir de notre chaîne YouTube et qu'en likant ces webinaires, vous nous permettez une meilleure diffusion et un meilleur référencement de ce travail militant pédagogique. Donc, je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en collège pendant quelques semaines encore. Je termine ma carrière en fait en ce moment et je suis accompagné, comme souvent, par Ben Aïda. Salut Ben. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ben Aïda, professeur des écoles, je suis aussi formateur, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques également. Et voilà, je vous retrouve dans le chat pour vos questions et vos commentaires. Voilà, vous pouvez tout de suite interagir. Nous accueillons aujourd'hui 4 collègues, les 2 coordinateurs du dossier 577 et 2 autrices. Donc Grégory Delboué. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Grégory Delboé, formateur à l'INSP Douai, près de Lille. Alors donc tu as été coordonnateur de ce dossier. Qu'est-ce que ça nous apporte les méthodes? Est-ce qu'il est possible de répondre à cette question? Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de répondre à cette question? Ce ne sera pas définitif. En tout cas, au regard du dossier, on peut avancer un petit peu sur la question. Ce qui est certain, c'est que le mot méthode a du succès et que ce succès, qu'on le partage ou non, doit peut-être être associé à son potentiel de séduction à la méthode et le fait qu'elle assure une certaine audience. Donc, il reste à savoir laquelle et pour qui. Donc, quand je dis une certaine audience, aucune méthode ne fait l'unanimité, mais on peut dire que les méthodes, quand on les approuve ou quand on les éprouve, qu'on y adhère, elles nous apportent bien quelque chose. Alors, moi, ce que je propose peut-être pour répondre à cette question-là, c'est de nous appuyer sur l'un des articles, celui qui est écrit par Sylvain Connac, qui nous propose une définition en 4 points. Et je pense que ça expose bien le sujet. Il dit que c'est un programme, donc l'idée du pas à pas, réglé à l'avance, d'une série d'opérations à accomplir en vue d'atteindre un résultat déterminé. Alors, si on s'appuie sur cette définition, on peut dire que le programme réglé à l'avance, eh bien, que nous apportent les méthodes évoquent la visibilité, la méthode réduit les incertitudes. Premier élément, ce que nous apportent les méthodes. Deuxième élément, c'est peut-être l'idée de série d'opérations à accomplir. Et si c'est ça, on peut se dire que les méthodes, elles nous offrent des points de repère, elles structurent nos actions, elles nous prennent en main par la main. Et puis, troisième idée, si l'idée, c'est en vue d'atteindre un résultat déterminé, les autres éléments de définition nous donnaient l'idée d'un processus. Là, on nous donne le produit. En plus, celui qui nous rassure, l'idée que, grosso modo, il y a un produit final ici et il y a une espèce de garantie de résultat dans cette présentation-là. Donc, c'est vrai que c'est assez séduisant. La méthode, ça assure, ça rassure. Et je pourrais peut-être compléter avec l'article d'André Tricot qui est là quand même pour nous montrer qu'il ne faut pas attendre davantage des méthodes que ce pourquoi elles sont faites. Et donc, ça assure, ça rassure, oui peut-être, mais ça ne fait pas de miracle. Oui, moi je suis. Si quelqu'un a été concerné dans sa scolarité et dans ses études par les méthodes, c'est bien le prof de musique que je suis, qui a passé des journées, des heures sur les différentes méthodes de piano, de flûte, de lecture de notes, d'harmonie, de contrepoint, etc., etc. Et je dois bien dire que ça n'a pas toujours amené à l'endroit où l'on voulait que j'aille, quoi. Céline Valkoviak, bonjour. Bonjour, Donc, donc je suis Céline Valkoviak, je suis enseignante de français au collège de Lausanne-Goël dans le Pas-de-Calais. Et donc voilà, j'ai également coordonné ce dossier avec Grégory. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous le présenter, ce dossier, vous expliquer comment il a été construit. Donc, il s'ouvre tout d'abord sur le témoignage d'une professeure d'espagnol, Adèle Encoignard, qui met en cause l'appréciation manque de travail que l'on voit inscrite sur les bulletins, parfois un peu trop vite d'après elle. Et elle se demande si les élèves souffrent d'un manque de travail ou d'un manque de méthode dans leurs apprentissages. Donc voilà, la question est posée et ensuite les échanges peuvent commencer. Donc je dis échange car le dossier est vraiment construit de manière à pouvoir faire dialoguer le plus possible plusieurs auteurs autour d'une même idée.
Par exemple, sur la question de donner des méthodes de travail aux élèves, là où Adèle Encoignard propose des fiches de révision, des cartes mentales, Lydie Feunier, dans l'article qui suit, met en avant les neurosciences ou propose des fiches de mémorisation active avec des indices de récupération. Benjamin Mercier, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée, questionne, lui, les traditionnelles fiches méthodes désincarnées et leur préfère le travail par capacité ou compétence, qui permet de donner plus de sens à ce que l'on fait. Et Pierre Ligné, donc, va clôturer toute cette réflexion avec l'observation en classe d'un jeune collègue qui, lui, développe deux méthodes en parallèle et parfois même en contradiction. Et je cite une phrase de l'article où il est dit qu'en effet, embarrassé par deux méthodes pertinentes, il n'a pas su choisir. Voilà, donc les articles suivants comparent différentes méthodes de schématisation mathématique ou présentent des outils. Des enseignants de PS s'interrogent sur la place des méthodes dans le processus d'apprentissage. Est-ce qu'il faut que ce soit en amont, comme en escalade par exemple, où il faut absolument la maîtriser avant de pouvoir assurer un camarade, ou bien apporter après une phase d'observation ou de discussion? Et donc, toute cette première partie du dossier se termine sur un échange imaginaire et un peu anachronique, par citation, entre quelques pédagogues et didacticiens sur cette notion de méthode. Alors, dans la deuxième partie du dossier, les auteurs centrent leur réflexion sur la possibilité ou pas d'enseigner ces méthodes. Donc, André Tricot, Emmanuel Musial rappellent l'importance dans l'apprentissage de passer de l'état implicite à l'état explicite pour accéder à la conscientisation des savoirs et pose la question du transfert de connaissances et de compétences. Et en effet, comme l'a dit Grégory, c'est peut-être là une des limites pour eux de la méthode. Deux articles se répondent ou se complètent sur la question de l'écrit. On a Nadine de Moras, professeure d'université au Canada, qui présente un apprentissage méthodique du lexique à l'école primaire. Alors qu'Éric Maillot, professeur de français en collège, cherche, lui, à baliser le travail d'écriture de ses élèves à l'aide de phases de travail schématisées sous la forme d'un escalier. Et presque en opposition à cette réflexion, on a Pauline Sirois dans son article qui décrit son expérience d'écriture créative partagée, une méthode québécoise qui refuse de suivre pas à pas des procédures figées, mais qui encourage les élèves à s'engager sur des chemins littéraires complexes au gré de leur créativité. Le défi pour les enseignants est alors d'accompagner et d'étayer cette déambulation scripturale. Donc, on trouve aussi dans cette partie des méthodes pour une mémorisation active, pour travailler l'orthographe, mais je laisserai Clotilde Jouzeau en parler bien mieux que moi. Un article sans aucun doute essentiel de Roland Guagou sur l'efficacité des ateliers de fluence, prescrits par le ministère, mais on reviendra peut-être plus longuement sur cet article après. Et puis, cette seconde partie se termine avec donc la clarification sémantique de Sylvain Connac, dont parlait Grégory en début de webinaire, et un recensement par Jean-Michel Zarkatchouk d'expressions contenant le mot méthode. Voilà, la troisième et dernière partie s'attache à montrer comment ces méthodes peuvent nous aider à appréhender la complexité du monde. Excusez-moi. Elle commence justement avec le témoignage de Jean-Charles sur ses années d'études de musique, à grands coups de méthode, parfois déconnectées, presque dématérialisées, puisqu'il raconte qu'il s'entraîne au doigté de la flûte traversière sans produire de son pour ne pas gêner les voisins, afin qu'un jour, enfin, tout prenne sens. Nous avons un article de Christine Valin, qui est inspectrice de l'éducation nationale et qui cherche une méthode pour répondre aux injonctions du ministère en matière de pilotage des équipes. Claire Lomé, qui est professeure de mathématiques et formatrice dans le premier degré, qui se demande comment aider les collègues à faire un tri, si tant est qu'il faille faire un tri dans la multitude de méthodes préconisées en maths. Yannick Mével nous raconte comment il a inventé une méthode bien malgré lui et nous donne d'ailleurs cette méthode de lecture d'album en EMC sous la forme d'une fiche outil, si jamais on veut la tester. Et il interroge également dans un second article les grilles d'observables d'une séance de classe, en se demandant si pour les jeunes collègues, comme pour les œuvres d'art, il ne serait pas plus pertinent d'entrer dans cette observation par les émotions et le questionnement de ce qui étonne, plutôt que par une démarche méthodique d'analyse. On trouvera également dans cette partie un article de l'équipe de recherche Léatech, représentée dans ce webinaire par Aurore Promonet. Je laisserai donc présenter elle-même son travail, ainsi qu'un long article de Grégory sur ses travaux de recherche. Et dans un dernier article, Karine Soum, qui est formatrice en stratégie de marque, philosophe de formation, clôture ce dossier sur la nécessité peut-être d'une guidance plus que d'une méthode. Donc, c'est un dossier qui est composé de collaborations de passionnés de la méthode, je pense, suffisamment en tout cas pour y avoir réfléchi, avoir testé, interrogé, inventé, parfois même des méthodes,
Des passionnés, certes, mais qui n'oublient jamais que la méthode ne fait pas tout et qu'elle n'a parfois d'intérêt qu'à un moment précis de l'apprentissage et qu'elle ne demande certainement qu'à être dépassée. Oui, c'est un dossier, très pardon, qui comporte donc beaucoup d'articles, une trentaine d'articles comme, tu viens de nous le dire et surtout qui bascule régulièrement de la recherche vers le pratique immédiat. C'est un dossier qui peut être utile en classe, qui peut être utile pour notre propre réflexion. C'est un dossier vraiment très riche. Clotilde, on va rentrer là dans la classe, la classe du vendredi, et la dictée qui se passe dans ta classe le vendredi et qui met en jeu beaucoup de choses et qui montre une méthode pour amener les enfants non seulement à écrire, mais en plus à prendre en charge et l'écriture et le travail d'écriture. Clotilde, Oui, donc, bonjour, bonsoir. bonsoir. Donc, je suis enseignante dans le premier degré. On t'entend à peine, Clotilde. Alors, je me rapproche. Mm. Je suis donc enseignante dans le premier degré. La dictée du vendredi que je raconte là, c'est une dictée en fait qui a été un petit peu découpée dans son travail. C'est tout un accompagnement tout au long de la semaine, un accompagnement progressif qui va décomposer en étapes quelque part, ce qui va nous amener à avoir un texte construit. Donc le lundi, on aura une très rapide dictée de conjugaison avec donc des accords sujet-verbe. Les sujets sont tous des pronoms personnels. Donc, on travaille simplement sur l'association entre le pronom et la terminaison du verbe. Le mardi, une dictée de vocabulaire avec des mots-clés qui sont les mots que l'on a trouvés dans la leçon qui a été retenue. Donc, ça peut être une leçon d'histoire, une leçon de science, une leçon de géographie, ou alors du vocabulaire qu'on est allé rechercher suite à la lecture d'un texte ou pour écrire un texte. Le jeudi, c'est une dictée d'accords avec des groupes nominaux cette fois-ci, donc un accord au sein du groupe nominal entre le nom et l'adjectif, ou alors entre le groupe nominal et le verbe. Et le vendredi, en fait, on va pouvoir composer à partir de tout ce qu'on a travaillé, toutes les petites techniques que l'on a revues, et on va avoir une dictée de longueurs différentes, avec une difficulté qui est croissante au fur et à mesure des phrases. Donc, chaque enfant, en fonction de son niveau, de ce qu'il a pu réaliser, va faire plus ou moins de phrases. La première phrase va être composée avec un verbe et son sujet pronominal, juste un complément. La deuxième, il y aura un accord au sein du groupe nominal, etc. La troisième phrase sera une phrase complexe. Et donc, la difficulté est croissante. Lorsqu'un élève a atteint le niveau qu'il pense être le sien, il va s'arrêter. Il va aller se relire et chercher à se corriger en utilisant tous les outils à sa disposition. Donc, dans un premier temps, il travaille tout seul avec une autre couleur pour prendre conscience de ce qu'il a fait. Et puis, il va pouvoir travailler aussi en groupe, en petits groupes. Donc, l'idée de cette relecture et de ce travail, c'est de gagner en autonomie avant de pouvoir faire des ateliers de remédiation ou d'approfondissement, de savoir utiliser en autonomie ces outils. Ils travaillent en coopération aussi, puisqu'ils s'entraident. Et surtout, tout est basé sur l'autorisation. C'est-à-dire qu'on est autorisé à essayer, on peut s'arrêter à son niveau, mais on peut aller plus loin. On est autorisé de se tromper, de choisir, de changer d'avis. C'est-à-dire que là, on a des élèves qui se prennent en charge et qui, par exemple, s'autorisent à se dire à quel moment ils s'arrêtent. Voilà. Ils décident d'eux-mêmes, mon niveau est celui-ci, je m'arrête ici. Voilà. Donc, ils vont décider ça, mais ils sont autorisés aussi à quand même s'essayer plus loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas avoir d'élèves qui vont se bloquer en pensant qu'ils ne sont pas capables et en même temps qu'ils n'aient pas le sentiment qu'ils sont en échec parce qu'ils vont faire quelque chose de trop compliqué pour eux à un moment donné. Avec tout un système de compagnonnage de façon à ce qu'ils ne soient pas seuls. Voilà, toujours. Entre eux, ils sont tous, ils s'entraident systématiquement. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, de se questionner, en utilisant parfois des outils que Sylvain Connac a pu décrire de pratiques coopératives. Oui, voilà. Donc, Clotilde alors, on pourra tout à l'heure travailler sur, est-ce que Clotilde travaille sur une
la méthode freinée, sur la pédagogie freinée, sur, c'est quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure. Aurore, bonsoir. Bonsoir. En quoi est-ce que, toi tu travailles sur les bilans de fin de chapitre, les BFCD, c'est ça, hein? Oui. Bilan de fin de chapitre, c'est-à-dire une méthode pour amener l'élève à travailler sur la trace écrite. Oui, je suis, co-autrice d'un des articles. En fait, j'enseigne, à l'INSPE de Lorraine et effectivement, depuis 2017, on travaille avec des collègues du premier et du second degré. Certains sont connectés là et je les salue. Sans eux, je n'aurais pas pu, bon, aboutir à ce type de production et nous travaillons sur, la trace écrite, ce que les enseignants décident de faire écrire à leurs élèves dans les cahiers, carnets, classeurs et également dossiers numériques ou documents numériques. Et là, on a choisi pour cet article de présenter une trace écrite spécifique, parce qu'on a décliné tout ce qu'on avait pu observer, et on a décidé de présenter cette trace écrite particulière qu'on a appelée bilan de fin de chapitre. Le nom est assez explicite, ça se situe à la fin d'une séquence. Et c'est d'abord un collègue de mathématiques de l'équipe qui nous a présenté cette expérimentation. Et puis ensuite, cette expérimentation a été utilisée par d'autres. Donc ça s'est réduit par des élèves du secondaire en BDFC, bilan de fin de chapitre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette trace-là? Parce qu'il nous semblait que c'était un beau support écrit pour que l'élève se positionne. Alors, ça va faire écho à ce que Clotilde vient de présenter, c'est-à-dire que ça va permettre à l'élève de se positionner à la fin d'un chapitre, d'une séquence, et en amont d'une évaluation. Il va se positionner de deux manières. Il peut y consigner ce qu'il estime être important dans ce qui lui a été enseigné et dans ce qu'il y a appris, avec un écrit très synthétique. Et pour qu'il y ait une synthèse, eh bien simplement, il a très peu d'espace dans une fiche préparée par l'enseignant. Et puis, il a la possibilité aussi d'y inscrire tout ce qui pourrait l'aider pour faire face à aux questions qu'il imagine trouver le jour de l'évaluation. Donc, l'enseignant appelle ça aussi une fiche ressource. Bon, on peut aussi appeler ça l'anti-sèche. Mais le principe, c'est tu peux noter ce qui te semblera utile au moment de l'évaluation. Enfin, il y a une troisième partie dans laquelle l'élève est invité à exprimer l'émotion qu'il ressent à ce moment important qui est, on est à la fin, on est dans une phase de transition, on est à la fin d'un chapitre, on en attaquera un autre, mais avant, il va y avoir l'évaluation. Comment est-ce que je me sens? À l'aise, pas à l'aise, inquiet, rassuré, etc. Et le grand intérêt, c'est que du coup, c'est une trace écrite qui n'est plus tellement une trace écrite d'enseignement. Elle l'est parce que l'ensemble de la fiche correspond à peu près aux attentes de l'enseignant. Que faut-il retenir? Que souhaites-tu? Qu'est-ce qui te paraît important pour pouvoir montrer que tu maîtrises la notion et comment te sens-tu? Donc, c'est bien l'enseignant qui est auteur ou au moins éditeur du document. En revanche, l'élève y est énonciateur, donc il devient co-auteur de l'enseignant. Et puis, du coup, cette trace-là, elle permet à l'enseignant d'être en quelque sorte un passeur. Lui a tenu le discours du savoir et maintenant l'élève tient le discours de l'apprentissage. Et ça devient donc une ressource pour l'enseignant. Parce que l'enseignant va voir où en est l'élève de sa construction de la notion, mais aussi de la discipline scolaire, ce que Yves Reter appelle la conscience disciplinaire. Et cet écrit-là est à la fois rétrospectif, l'élève dit ce qu'il a vécu en classe, ce qu'il en a retenu, et à la fois prospectif, il se projette vers l'évaluation et il peut dire comment il envisage ce moment, cette situation spécifique. Encore un autre intérêt, c'est que
du coup, ça modifie un peu la posture de l'enseignant. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas un lecteur en posture de contrôle qui va vérifier si les codes sont bien maîtrisés, mais il va presque être en lecteur naïf puisqu'il va voir avec curiosité où en sont les élèves à ce moment-là particulier. Voilà ce qu'on a cherché à partager. Oui, merci. Moi, je remarque aussi dans ce bel article, d'abord qu'il y a effectivement une construction par carte mentale, par outils qui ne sont pas des outils habituels, mais par exemple, je vois marqué Sketchnote dans la photo qui accompagne cet article. Est-ce que tu peux en parler de tout cela? C'est Oui. quelque chose de très construit, et y compris, ce qui me touche beaucoup, et qui fait appel aux émotions de l'élève. Oui, c'est-à-dire que la trace, de manière générale, on est souvent ému par l'écriture qu'on retrouve dans un cahier d'un parent, d'un grand-parent, ou si on est conservateur, de son cahier d'enfance. Et on est souvent ému par le tracé ou quelqu'un qu'on a perdu. Quand on voit son écriture, on est ému. Et il nous a semblé à nous tous que finalement à l'école et au collège, au lycée aussi, on est assez peu sensible à ce côté émotif qui est pourtant lié à l'apprentissage et à l'implication personnelle. Dans l'écriture, y compris dans le tracé, il y a quelque chose de très personnel. Et là, dans ce cadre qui est réservé à l'élève pour qu'il fasse le point sur ce qui lui a été enseigné, ce qu'il faut savoir de son point de vue, il a le choix de la forme. Il peut choisir la carte mentale, il peut choisir un court texte, une liste, un paragraphe. Et ça nous semblait important qu'il devienne auteur dans cette partie-là, vous voyez. Voilà, Oui. donc souvent on voit des cartes mentales qui sont plutôt des cartes mentales conçues par l'enseignant. Ça va plus vite à écrire, ça peut paraître plus facile à lire, alors que c'est quand même d'une extrême complexité. Là, ce sont les élèves qui tentent de fabriquer un texte court qui permet de synthétiser la notion. Pour Oui. aller vers l'autonomie, ça nous semble vraiment intéressant. Oui, oui, moi je confirme avoir utilisé ce type de technique en cours de musique, et surtout techniques qui permettent la remémorisation, quoi. C'est-à-dire à partir de ces cartes mentales, à partir de ces traces que l'on dessine soi-même, on peut suivre ces traces et donc aller vers quelque chose que l'on connaît. Ben, est-ce qu'il se passe quelque chose sur le chat? Ben. Alors, oui. Alors, il y a de toutes petites questions, ça démarre tranquillement. Une première question pour Clotilde, toute petite, que je retrouve. Est-ce que la relecture, alors on revient un peu en arrière, est-ce que la relecture est guidée par l'enseignant dans ton dispositif de dictée? Clotilde, La relecture, elle est plutôt guidée par les copains à la rigueur. un tout petit peu plus fort, Clotilde. Il Oui, faudrait que tu... la relecture est plutôt guidée par les camarades de classe plutôt. L'enseignant peut aider si effectivement c'est moi qui suis retenue ou si on fait appel à la maîtresse pour être le tuteur ou pour accompagner. L'idée, ça va être d'apprendre à se débrouiller avec ces outils et à comprendre véritablement à quoi ils servent. Ce ne sont pas des outils qui sont faits pour me faire plaisir en tant que maîtresse, parce que j'ai mis toutes les leçons, entre guillemets, que j'aurais dû faire. Et d'ailleurs, les cahiers qu'utilisent les enfants sont des cahiers qui sont différenciés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas tous nécessairement les mêmes règles à l'intérieur. Ils vont avoir celles dont ils ont véritablement besoin, celles qui répondent à un besoin qu'ils ont. Donc, s'ils ne trouvent pas la réponse, effectivement, je vais les aider à trouver la réponse ailleurs et on va mettre dans leur cahier cette règle dont eux avaient besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, ça fait écho à un autre article de Rachel Aran qui est professeur des écoles et qui écrit un article qui s'appelle « La bonne méthode, c'est quand le prof ne bosse pas ». C'est-à-dire qu'on a une sensation d'un enseignant qui... c'est pas en surplomb, parce que c'est pas du tout ça, je vois, qui est plutôt en observation, qui peut être en distance de ce qui se passe, et qui est donc là pour réguler, pour apporter des aides quand l'élève en a besoin. Est-ce que je me trompe, Clotilde? Voilà, c'est ça. En fait. L'idée, c'est de répondre aux besoins et de pas devancer, en fait. Oui, c'est ça.
aller vers la demande, quoi. L'envie et le besoin, c'est l'élève qui doit l'exprimer. Parce que je pense que le début de l'autonomie, et pour véritablement acquérir de nouvelles notions, il faut se rendre compte qu'on en a besoin, en fait. Et il faut en avoir et l'envie et le besoin, cette espèce de mélange en même temps. Tu peux Oui. repréciser le niveau de classe concerné? Alors ça c'était avec des CM1, CM2. L'année sur laquelle j'ai le plus détaillé ce fonctionnement avec les jeux de couleurs dont je parle dans l'article, c'était une année au cours de laquelle la moitié de ma classe était diagnostiquée entre guillemets dyslexique au-delà de 2 percentiles. Donc c'était très important. Ça veut dire qu'en fait, il fallait véritablement, moi ça m'a beaucoup fait progresser parce que j'ai dû tout repenser et aller plus loin dans tout ce que j'avais mis en place comme différenciation les années auparavant. Voilà, donc c'était des CM1, CM2. D'accord. Ben? Alors, une autre question, alors qui, pour le coup, pour Aurore, parce que ça reprend également la place de l'enseignant. Donc, ces fameuses fiches, comment sont-elles, est-ce qu'elles sont et comment et où sont-elles vérifiées par l'enseignant? Et devant la multiplicité des fiches, comment l'enseignant s'en débrouille? Alors, effectivement, il y a une évaluation de cet écrit. En fait, l'élève produit cela juste avant une évaluation. Et du coup, il peut sélectionner 2 évaluateurs pour pouvoir vérifier cet écrit-là. Parmi les évaluateurs possibles, il y a l'enseignant, il y a un camarade de classe et il peut y avoir également un autre adulte accompagnant, donc un autre enseignant, un aide-éducateur qui intervient pendant une heure d'aide au travail scolaire, enfin voilà. Donc ça permet à l'élève de s'impliquer et d'aller solliciter aussi d'autres évaluateurs, parmi lesquels l'enseignant. L'idée, c'est que l'enseignant ne vienne pas normer, mais que l'élève prenne des moyens pour vérifier si on est bien dans le savoir de référence. Voilà. Ça me fait beaucoup penser à… Je ne sais plus dans quel roman c'est cette technique d'anti-sèche, quoi. C'est C'est ça. c'est Pagnol qui en parle et qui écrit qu'il a tellement fait d'anti-sèche en grec pour en mettre dans sa veste, dans sa manche, dans sa chaussette, partout, qu'il a fini par connaître son cours par cœur. Et un ami à moi, lui, faisait faire des anti-sèches à ses élèves à la seule condition que ce ne soit pas eux qui utilisent l'anti-sèche. À savoir, l'anti-sèche était destiné à quelqu'un et pas à soi-même. Et donc, ça forçait à un discours réflexif sur son propre apprentissage. C'était fait sous forme de… Je me demande même s'il ne faisait pas ça sous la forme de petits livres. Je vous conseille d'aller voir cette technique magnifique qu'on a aux éditions Célestine, le petit livre, un pliage particulier d'une feuille A4 qui donne un petit livre de 8 petites feuilles. Pardon. Et ces anti-sèches en partage, travaillées par le groupe, permettaient une collaboration entre tous les élèves. Est-ce que, Grégory, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou tu veux… Parce qu'on va quand même avoir un problème de complexité sur tous ces mots. On en est maintenant à parler d'anti-sèche. Peut-être qu'il faudrait préciser tous ces concepts qui tournent autour de la méthode. Grégory. Oui, en fait, mon premier réflexe quand j'ai su que j'allais travailler sur ce dossier, ça a été de consulter l'étymologie du mot méthode. Et ce que j'ai trouvé très intéressant tout de suite dans l'étymologie et dans l'histoire du mot, c'est qu'il a eu 2 acceptions. La première qui était celle du chemin suivi, donc rétrospectivement ce que l'on avait fait. Et finalement, je fais écho à ce que vient de dire Aurore ici avec le BDFC. Et la méthode, elle a glissé progressivement vers un usage peut-être plus intensif aujourd'hui, avec l'idée non pas du chemin qu'on avait suivi, mais du chemin à suivre, de ce qui est prescrit, de ce qu'il faut faire. Et ça change totalement les valeurs et les idées qui peuvent tourner autour de ce concept-là.
Alors, Jean-Michel Zakartchouk, dans le dossier, s'est amusé à faire varier les déclinaisons du concept. Hein. Il nous a fait un florilège. Alors, je pense qu'il aurait pu continuer très longtemps, mais il développe par exemple manque de méthode de lecture. Alors, méthode de lecture, on imagine bien là aussi les tensions qui peuvent exister derrière ça. Il distingue la méthodologie, les cours de méthodologie et ce qui est méthodologique ou méthodique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il nous renvoie aussi à ce que l'on a tendance à dire, chacun d'entre nous à un moment, finalement, à chacun sa méthode. Et donc, on voit bien à travers toutes ces déclinaisons que ce n'est pas évident de définir le mot méthode de façon stricte. Donc, chacun finalement appellera méthode de ce qu'il propose, s'il y voit une connotation positive, éventuellement, ou se défendre au contraire d'une quelconque méthode et d'être davantage dans, alors pour certains, une démarche, un outil, une technique, si ça lui paraît plus noble, peut-être moins enfermant, par exemple. D'ailleurs, Sylvain nous fait ces distinctions dans son article sur ce qu'on définirait comme méthode, outil, technique, démarche. Je ne me souviens plus exactement des concepts qu'il convoque qui pourraient paraître synonymes. Alors finalement, autour de ce concept, on pourrait reprendre l'idée à la lecture des articles très ouverts du dossier selon laquelle il y aurait 3 grandes catégories qui ont déjà été d'ailleurs évoquées par Philippe Mérieux, hein, les méthodes du plus global au plus spécifique. Elles peuvent désigner, alors il faut voir cette déclinaison que je vais proposer comme des poupées russes. La plus grosse poupée serait les méthodes en tant que courant pédagogique, en tant que pratique pédagogique associée à un courant pédagogique, hein, les méthodes actives, la méthode Montessori. On va dire que ça, c'est la plus grosse poupée. Une poupée peut-être qui s'encastrerait dans celle-ci renverrait aux stratégies d'enseignement et ou d'apprentissage. La méthode globale, la méthode syllabique, semi-syllabique, la méthode de Singapour. Et puis peut-être quelque chose de plus précis à l'intérieur de ces 2 premières poupées qui relèverait peut-être plutôt d'un outil pour le maître ou pour l'élève d'ailleurs. On va retrouver à l'exemple dans notre dossier la méthode des schémas lignes avec l'article de Laetitia Dragon ou des méthodes un peu originales comme la machine à penser que nous propose une CIEN, Inessa Stefanovic. Voilà, moi j'ai beaucoup échangé avec Inessa. Voilà. Alors, pour revenir très rapidement et pour terminer sur la question que tu poses, Jean-Charles, la définition de Sylvain, hein, je vous rappelais, un programme pas à pas, réglé à l'avance, une série d'opérations à accomplir, je le lis en même temps, en vue d'atteindre un résultat déterminé. C'est assez cohérent avec ces 3 idées-là. On peut reprendre cette définition pour chacune de ces petites, plus grosses poupées. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est de comprendre que les méthodes, finalement, elles nous renvoient toutes, quelles qu'elles soient, plus ou moins à 3 idées. Et là encore, je reprends une trilogie chère à Philippe Mérieux, qui est que derrière les méthodes, il y a du pédagogique et donc il y a de l'action, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a une certaine idée de la société à laquelle on aspire. Derrière les méthodes, il y a aussi du scientifique. Donc, on va préciser ce que l'on sait ou ce que l'on a plus ou moins éprouvé méthodologiquement. Et puis, derrière les méthodes, il y a aussi plus ou moins, et là encore, c'est une question de dosage selon ce dont on parle, des pratiques. Et des pratiques, c'est-à-dire des mises en œuvre de terrain très concrètes. Oui, c'est un point important du dossier. C'est un dossier très concret, un dossier qui sert. Clotilde, tu peux, parce qu'on a déjà parlé pédagogie freinée, est-ce que la méthode, j'ai du mal à utiliser ce mot en réalité, qui renvoie chez moi à un surmoi un peu complexe à assumer en tant que musicien. Est-ce que la méthode que tu utilises est proche d'une méthode naturelle? Clotilde, en t'approchant de ton micro, s'il te plaît. Je sais pas. Pour la dictée, je dirais que je m'éloigne peut-être quand même de la méthode naturelle parce qu'en fait, c'est moi qui ai orchestré. Quand il va être dans l'écriture d'un texte, dans certaines écritures de texte, ça va être la méthode naturelle dans le sens où ça va partir de l'élève, ça part de l'enfant et c'est à l'enfant qu'en fait on va apporter les notions dont il a besoin. Enfin, on va l'aider à aller trouver les notions dont il a besoin. La dictée,
je dirige un petit peu, puisqu'en fait, c'est moi qui ai décrété que le lundi, on fait la conjugaison, le mardi, les accords, etc. Alors, je fais exprès de terminer le vendredi parce que je ne voudrais pas qu'en fait, ils pensent que si la dictée avait lieu le lundi, ils ont tout le week-end pour réviser, travailler et que ça devienne des devoirs à faire à la maison. Parce que je ne donne pas de devoirs et de travail spécifiques à la maison. Voilà, donc c'est ça. Cette orchestration que je fais moi, veut dire que je m'éloigne de la méthode naturelle. Voilà. Que j'utilise plus pour certaines formes de texte. Hein. Naturel, c'est un petit peu complexe cette question. Alors, je pourrais reprendre la définition qui est donnée par un groupe. En fait, c'est un petit peu un oxymore. C'est pour opposer naturel, c'est pour l'opposer à scolastique et à tout ce qui est artificiel. Oui. Et là, moi, je suis quand même en train d'organiser leur dictée. Quand ils écrivent un article. Pardon. Roselyne, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Parce que ça fait plusieurs fois que je suis obligée de le faire. Merci. Pardon, Clotilde. Voilà, donc c'est en ça que je pense que je m'éloigne, mais je pense qu'en fait, on peut avoir des pratiques coopératives et à l'ICEM, que la pédagogie freinée, pour reprendre l'intitulé tout à l'heure, c'est aussi une question de posture et c'est pas qu'une question de technique. Et donc, en fait, c'est faire en sorte que ça parte de l'enfant, que ce soit l'enfant qu'on accompagne dans ses apprentissages en utilisant son environnement proche et tout ce qui appartient à son environnement, soit social, économique. Ben, des réactions sur le chat? Pardon. Je dis d'où le choix, le thème de la dictée, c'est pas moi qui vais l'imposer, c'est eux qui vont décider quel est le thème. Oui. Ben, quelques réactions sur le chat encore? Non, pas de, pour le moment, c'est assez calme. Les auditeurs boivent vos paroles. Ah bah, c'est parfait. Céline, qu'on n'entend pas encore beaucoup, et est-ce qu'il y a une manière plus efficace pour enseigner des compétences méthodologiques en contexte, séances décrochées, etc., etc. Céline Valkoviak. Alors, je ne sais pas, chacun peut avoir son avis, mais plusieurs articles du dossier quand même interrogent la méthodologie en séance décrochée. C'est le cas très clairement de Benjamin Mercier dans l'article « Sortez vos fiches méthodes ». Il y présente les écueils de ce qu'il appelle une méthode désincarnée. Pour lui, il y a énormément de travail qui est fourni en méthodologie pour aider les élèves en histoire-géographie, pour un résultat qu'il ne trouve pas très concluant. Et il trouve que le travail par compétence, que lui, il appelle par capacité, donne beaucoup plus de sens aux activités. Je vous cite un petit passage de son texte. Il dit « On ne présente pas un document parce qu'il faut présenter un document, mais parce que cette étape a du sens pour comprendre les intentions de l'auteur, le contexte de la production, etc. » Donc, un petit peu dans cette même logique, moi j'ai réfléchi et je me disais, je pensais un peu au changement de statut de l'accompagnement personnalisé en collège depuis la réforme de 2015, où avant la réforme du collège, on avait des heures en plus à l'emploi du temps des sixièmes, par exemple, et dans les établissements, il y avait énormément de méthodologies hors sol qui étaient mis en place dans ces heures sur la lecture de consignes, les stratégies d'apprentissage, préparation cartable, enfin tout, n'importe quoi. Or, maintenant, depuis la réforme du collège, ces heures d'AP font partie de l'horaire disciplinaire. Et donc, les enseignants sont alors amenés à lier plus fortement les cours de méthode, je vais dire, au savoir travailler au sein de la classe. Alors, ceci dit, est-ce qu'ils le font? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font toujours autant de méthodologie qu'à l'époque où elle était externalisée? Je ne sais pas. Moi, en tant que formatrice, quand je passe dans les établissements, je suis formatrice transversale, donc on aborde des choses comme le travail personnel de l'élève. Les enseignants regrettent ces heures à part. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas un peu plus simples à mettre en œuvre aussi par l'enseignant? Parce que, par exemple, l'expérience d'écriture partagée décrite par Pauline Sirois dans son article, nous montre vraiment un enseignant qui accompagne chacun de ses élèves dans le processus d'écriture selon ses besoins au moment où ils surgissent. Alors, c'est sur le papier très convaincant, mais on peut se demander, et elle-même, hein, elle le souligne, comment mettre en œuvre une telle méthode dans une classe de 25 ou 30 élèves quand on sait la difficulté déjà dans ces séances d'écriture de pouvoir répondre quand on est seul à toutes les sollicitations des élèves. Donc, voilà. En tout cas,
dans l'article, par exemple, d'André Tricot et de Manuel Mutual, ils remettent un peu en cause l'impact de la méthodologie hors sol sur les progrès des élèves, parce qu'ils mettent en avant la question du transfert en fait des compétences construites quand elles ne sont pas liées, quand elles ne sont pas dans la classe. Voilà moi ce que je peux dire, mais certains peuvent peut-être compléter. Oui, peut-être. Grégory, peut-être. Entre autres, sur il y a des aspects des questions qui ont été posées lors de l'inscription des personnes à ce webinaire qui parlaient des approches méthodiques plurielles. Est-ce qu'une méthode ne peut pas perdre un élève, quoi? Est-ce qu'on peut appliquer une seule méthode dans une classe, par exemple? Bon, c'est une question rhétorique, hein, c'est Grégory. On a perdu Grégory. Oui. Ça y est, j'ai réactivé le micro. Vous m'entendez? Ah oui, oui. Bien, non, je pense que c'est difficile de répondre à la question telle quelle parce que je ne sais pas de quelle méthode on parle et de quoi on parle quand on parle de méthode à ce moment-là. Moi, il me semble que les élèves vont être plus ou moins sensibles à la méthode, d'abord selon le type d'élève. On a pas mal d'articles qui tentent à montrer que les élèves les plus démunis, les plus en difficulté, ceux qui sont plus facilement confrontés à un échec systématique, ce qui verrait dans la méthode une espèce de sortie de secours, un moyen de ne pas chuter, hein, si je voulais faire un jeu de mots avec l'un des articles d'un collègue qui travaille sur l'escalade, dont je n'ai pas le nom là tout de suite. Alors, d'autres articles tendent à montrer la nécessité que chacun puisse se réapproprier aussi la méthode. Hein, Benjamin Mercier, par exemple, ou des articles nous alertent sur les dérives, les dérives qui nous habitent quand, en tant qu'enseignant, on veut faire passer sa méthode. Et je pense notamment au bel article de Karine Soum. Voilà, je vous laisse le lire parce que c'est un article qui, je pense, nous interpelle tous sur la façon dont on peut s'emprisonner dans les méthodes et dans lesquelles on tombe finalement un peu soi-même amoureux de soi ou de sa méthode. Je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas, les limites sont clairement établies dans cet article. Alors, au final, pour répondre à ta question, je dirais que les limites, elles peuvent être un obstacle quand elles sont imposées, quand elles sont vécues comme la voie unique, comme ce qui est nécessaire, pour ne pas dire la voie obligatoire. Alors, ça peut être aussi bien, à mon avis, pour les élèves que pour nous, hein, en tant qu'enseignants. Quand on a le sentiment qu'on nous impose une méthode, on a tendance tout de suite à s'arc-bouter. Donc, la méthode, pour moi, elle serait au contraire celle qui doit s'imposer à chacun. Et c'est à cette condition-là qu'elle n'est pas un obstacle, quand véritablement elle offre ce pont. Hein, je pense à la première de couverture, là, hein, c'est ce pont qui est offert et qui n'est pas imposé et qui est imposé à personne. Donc, elle arrive à un moment du parcours et puis elle repart. C'est-à-dire qu'elle s'impose à un moment de l'expérience. Voilà. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que la méthode, moi, ça me semble être un concept vivant. Voilà, c'est un peu comme un organisme vivant. Chacun de nous, les méthodes naissent, elles vivent, elles meurent. Parfois, on engage des passions avec les méthodes. Parfois, on engage même des deuils. Il arrive même qu'elles ressuscitent, qu'on les reprenne. On les a oubliées, puis on les réinvestit autrement. Et je pense que c'est valable aussi bien pour nous que pour les élèves. Donc, quand elles font obstacle, eh bien, on les rejette. Et puis, à un moment, elles nous apparaissent peut-être autrement. Je suis désolé pour le côté un peu vague et confus de ma réponse, mais ce n'est pas évident de répondre à une telle question de façon très précise. Mais on peut, non, je repère bien, on peut se perdre dans une méthode et on peut s'y complaire, c'est tout de même aussi un cadre dans lequel on va se sentir bien, peut-être, Aurore. Oui. Dans l'article qu'on a présenté, enfin dans le bilan de fin de chapitre, il y a une partie où les élèves synthétisent ce qui a été enseigné, appris, et puis il y a une partie fiche ressources anti-sèche. Dans cette partie fiche ressources, on peut voir si l'élève a une méthode pour anticiper l'évaluation. S'il recopie juste un exercice qu'il a fait, parce qu'il l'a réussi ou parce qu'il y a échoué, il y a peu de chances pour que cet écrit-là soit transférable. Donc là, c'est une occasion de repérer si l'élève s'est approprié une méthode et si elle paraît pertinente, et on pourra le conseiller. Ses correcteurs pourront le conseiller. Une autre collègue dans l'équipe, Léa Tracé-Écrite, a essayé une autre technique. Elle a
elle est en histoire-géographie et elle a proposé à ses élèves, lors d'une première séance, une forme de trace écrite, admettons la carte mentale. Puis, lors d'une séance suivante, elle leur a proposé de synthétiser les notions à retenir, les contenus et les études de documents sous forme de tableau. Et dans une séance suivante, elle a proposé d'adopter une autre forme de trace écrite, cette fois-ci plus classique, sous forme de texte, de résumé. Et par la suite, donc les élèves disposaient de 3 types de traces écrites, de 3 formes. Et lors d'une autre notion, elle a placé sa notion par l'étude de documents, enfin voilà, dans la didactique de la géographie. Et en fin de séance, elle a proposé aux élèves de choisir la forme de trace qui leur paraissait la plus pertinente pour eux-mêmes, la plus efficiente pour eux-mêmes. Et du coup, les élèves ont pu se mettre par équipe en fonction de leur choix formel. Et du coup, la classe se transforme en communauté d'apprentissage et on sort de la salle avec 3 formes de traces écrites entre lesquelles on peut choisir. Là, chacun peut s'approprier une méthode en prenant appui sur les méthodes suggérées, proposées et éprouvées avec l'enseignant. Et est-ce qu'on voit des élèves qui en changent régulièrement, qui passent de l'une à l'autre, qui, en fonction de l'exercice proposé, en fonction du chapitre, travaillé, vont décider de passer à une autre méthode? Eh bien, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un réel choix et que le choix n'est pas, par exemple, uniquement, le fait de se dire: «Je prends cette forme-là parce qu'il y a moins à écrire». Mais il y a vraiment un choix en se disant: «Ben, moi, le texte rédigé me parle plus parce que au moment de préparer l'évaluation, j'y retrouverai plus de sens. Ah ben non, moi, je préfère écrire moins et puis voir juste des liens logiques». Enfin, on a de réels choix, en tout cas, qui s'affirment. Après, est-ce qu'ils, change de forme là, je n'ose pas, me prononcer là-dessus. Voilà, ce serait à vérifier sur le long terme. Je j'ai pas ces résultats-là. Ben, est-ce que tu as des Grégory voulait interventions? réagir, il me semble. Oui. Oui, non, simplement, je voulais faire état d'une petite expérience que j'avais faite qui m'a permis aussi de confronter différents types de méthodes, si on peut les appeler comme ça. J'avais simplement enfermé dans une capsule de Kinder 11 pièces de Lego. Je travaillais aussi comme Aurore sur la trace et donc je m'interrogeais sur la notice. Vous savez, ces petites notices qu'on trouve dans les capsules de Kinder pour construire un objet. Et donc, j'avais enfermé des pièces de Lego et il s'agissait de reproduire une poire. Donc, je donnais la petite poire et puis ces 11 pièces de Lego enfermées dans cette capsule avec la notice. Et j'ai proposé cette tâche avec ces 11 pièces de Lego de la moyenne section de maternelle jusqu'à la dernière année d'école d'architecture, de façon à voir comment réagissaient différents types de profils et surtout différents types d'expériences vis-à-vis de la construction des constructions d'objets. Et donc, c'était un certain rapport à la trace écrite, qui était l'objet de ma recherche, mais aussi finalement un certain rapport à la méthode. Il y avait une méthode qui était enfermée dans la capsule de Kinder qui était très précise. Et donc, on voyait comment les enfants évoluaient, et c'était quand même assez frappant. Au niveau statistique, en tout cas, j'ai pu avoir des éléments très significatifs dans la relation qu'il y avait entre notre parcours d'expérience et la relation qu'on avait au fait qu'on nous donnait la solution très méthodique dans la notice, mais finalement, ça n'empêchait pas les autres d'avoir des méthodes. Ce n'était pas la méthode qui était fournie dans la capsule, mais les plus petits, par exemple, eux, cherchaient plutôt à tâtonner. Alors, ils y allaient par essai-erreur, et puis finalement, ils arrivaient quand même à quelque chose, c'était pas mal, mais ils n'abordaient pas, ils n'exploraient pas la notice, ils ne la regardaient même pas. Ils ne regardaient d'ailleurs même pas les copains. C'était eux, leur tâtonnement. Et après, à un moment, ils basculaient dans la notice, pour une raison que j'ai essayé d'expliquer, et puis après, on s'en détache de la notice, on se détache de la méthode. Et puis, on fait un peu à sa sauce. Et il a fallu que j'aille au-delà de la 5e année d'architecture et que j'aille voir des architectes chevronnés pour qu'ils s'autorisent à faire autre chose que cette petite poire et qu'ils aillent bien au-delà finalement et qu'ils remettent tout en cause. Oui. Clotilde, tu veux réagir? Oui, pour avoir testé avec En t'avançant un peu, pardon, si d'insister. Pour avoir testé avec des élèves de cycle 3
des résumés, des traces différentes de résumés de leurs leçons ou de ce qui était important à retenir. J'ai constaté une évolution chez beaucoup d'élèves. Ceux qui avaient le moins confiance en eux, le plus de difficultés, souvent au départ préféraient en fait le texte qui était le plus long, le résumé. Et puis, parce qu'en fait, ils avaient l'impression que ça allait leur donner, j'ai envie de dire, toute la phrase réponse, la totalité de ce qu'on pouvait leur demander. Et plus ils prenaient confiance en eux, et plus ça se réduisait pour arriver à une liste de mots, ou alors un schéma, ou une carte mentale. Voilà. Et je pense que c'est important de les laisser évoluer dans le temps, ou même selon la discipline. À un même moment, il y a des disciplines qui vont traduire par un petit schéma, et puis pour d'autres, ils auront besoin encore d'écrire une phrase entière. Oui, moi, j'ai vu des élèves dont l'unique méthode d'apprentissage était le « je recommence tout ». Je pense en particulier à une élève qui était en 5e et qui refaisait tous ses cours tous les soirs et qui passait donc 5 heures, 6 heures, qui se couchait à 11 heures du soir, qui était épuisé et qui avait des résultats épouvantables, mais vraiment catastrophiques. Et cet enfant, on a pu la sortir de cette méthode épouvantable qu'en lui faisant en fait, je ne sais pas trop comment. Je vous avoue que je lui ai simplement dit que c'était pas comme ça et qu'il fallait qu'elle, je lui ai donné du temps de jeu, du temps pour elle, du temps pour regarder la télé, pour se détendre, et cetera, et cetera. Et j'étais stupéfait de voir combien, en quelques semaines, elle a pu s'imprégner d'une autre façon de faire, changer totalement de méthode de travail, avoir des résultats qui ont été spectaculairement améliorés, à tel point qu'elle a oublié qu'elle a été pendant des années, jusqu'en classe de 5e, une élève plus que médiocre, une élève de piètre qualité. Et ça, c'était quelque chose de très impressionnant de s'apercevoir qu'en fait, c'était une toute petite chose quoi, qui lui a permis de bouger. J'étais très surpris là-dessus. Je voudrais vous faire réagir sur un dessin, parce qu'on a des dessinateurs toujours dans nos cahiers. Un dessin pardon, qui est celui-ci. Alors, je vais essayer de vous le trouver, pardonnez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, je pense que vous le voyez. Donc, ce dessin, 3 personnages, tu peux y arriver toute seule toi aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous interroge dans l'ordre de mon écran, peut-être, Céline? Pas grand-chose en fait. La seule chose qui me vient en tête, c'est que la métaphore du désétayage avec la paire de ciseaux qui coupe, je la trouve un peu violente. Je ne sais pas si on désétaye en coupant comme ça les fils d'un coup. C'est voilà ce que je peux dire sur ce dessin. Clotilde? Alors, si je veux donner une version positive, enfin une vision positive, ça serait qu'on recherche l'émancipation. Après, effectivement, ce ciseau qui est en train de découper tous les liens au même moment, ça laisserait entendre que le fameux M qui est en haut est universel, quoi. Donc, c'est tout le monde, la même méthode, au même moment, de la même façon, dans la même temporalité, En t'approchant de ton micro, s'il te plaît. avec le même accompagnement. Voilà. Donc, ça, c'est le attention. Mais bon, il y a quand même une recherche d'émancipation. Qui est-ce que je n'ai pas interrogé? Grégory? Enfin, c'est pas une Moi, interrogation. j'ai un peu la même lecture que celle de Clotilde. Moi, je vois plusieurs histoires en fait dans ce dessin. Je vois celle des 2 élèves qui n'ont pas le même rapport à la méthode, sûrement parce qu'ils ne sont pas ou ne sont plus au même rapport justement à cette méthode selon leur expérience. Et puis, je vois aussi l'histoire d'un prof qui jongle entre ceux qui pilotent, ceux qui l'émancipent progressivement et certainement ceux avec qui il a totalement lâché prise, des élèves qui pour eux, pour le coup, eux sont totalement émancipés. Alors, comme on le voit bien dans le dessin, il y a des élèves qui finissent par, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Charles, ils finissent par balayer même violemment la méthode, l'oublier. Et voilà, pour moi, ce que ça raconte. Aurore? Oui. Bon, c'est vrai que la paire de ciseaux, voilà.
Ça peut symboliser une rupture un peu brutale, mais en même temps, on pourrait voir les liens comme quelque chose, justement, on en a parlé, de comme un emprisonnement, quoi, comme une retenue un peu forte. On pourrait aussi voir ces liens-là comme une forme un peu violente de négation de la possibilité d'être autonome. D'ailleurs, celui qui part après la rupture a l'air plutôt réjoui. Peut-être que j'aurais préféré qu'il parte avec son M sous le bras et pas qu'il laisse tomber la méthode. S'il la prend sous le bras, alors il y a une personnalisation que nous, dans Léa Trace écrite, là, dans cette recherche collaborative, on recherche beaucoup. Voilà, il pourrait s'approprier sa méthode et puis repartir avec son M sous le bras. Voilà. Ben, Oui, moi je vois ça finalement assez positivement parce que on parlait de lien, mais c'est presque aller couper le cordon ombilical entre l'enseignant et l'élève, et qu'à un moment donné, voilà, l'oiseau saute du nid, quoi. Donc il faut y aller. Alors oui, ça peut être vécu comme quelque chose de violent, mais c'est presque un incontournable, quoi. Faut y aller, il faut prendre. Et effectivement, l'élève qui a été détaché a l'air de le vivre plutôt bien et est plutôt content d'être autonome et émancipé. oui, moi, pour ma part, cet élève qui semble émancipé, d'abord tremble tout de même. Hein, méthode, c'est un cadre. Hein, il semble trembler et il met un grand coup de pied dans la méthode, quoi. C'est, enfin, moi, je le vois mettre un coup de pied dans la méthode et c'est très curieux. Il dégage un mouvement, une souplesse. C'est un dessin qui, quand je l'ai choisi, a commencé par m'interroger et tout. Et puis finalement, je le trouve assez sympathique. Est-ce qu'il est derrière l'enseignante ou est-ce qu'il est sur le côté? Donc, elle le laisse partir tout de même. C'est quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a des réactions, Ben, encore sur le chat? Alors oui, des réactions. Alors, pas forcément des questions, mais des réactions. Oui, alors sur l'image notamment, le fameux lâcher prise, c'est Oui. vrai, forcément. On y est. Voilà. Après, il y avait peut-être des remarques précédentes. Alors voilà, il y a du bon sens, pas raisonnable, parce que c'est peut-être connoté, mais raisonné en tout cas, de dire que voilà, il n'y a pas de méthode unique, hein, et que voilà, qui incarne une vérité absolue, je lis comme c'était écrit et figé. Ça fait écho également on revient au texte de Karine Soum, hein, qui ne choisit pas forcément entre une méthode d'une aide qui va sauver malgré lui l'élève, ou qui va complètement l'enfermer, mais on est dans une posture de guidance, d'accompagnement, avec des stratégies à mettre en place. Voilà, c'est un peu tout ce qui ressort des discussions là, parallèles. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la question tout de même d'un aspect commercial dans la méthode. Les plus anciens se souviendront des méthodes assimiles pour parler anglais, My Tailor is Rich, quelque chose comme ceci, et ou très plus récemment des méthodes Montessori, par exemple, qui ont pu servir dans les auto-écoles, à faire du tricot, à faire du ski. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe là-dessus, Grégory. Et les autres, si vous voulez réagir. Oui, ça agit un peu comme une marque. Alors, si on dit méthode Montessori, voilà, on vient de dire quelque chose d'extrêmement positif en peu de mots. Là, moi, j'ai une académie qui est en train de travailler sur l'excellence inclusive. Voilà, il y a des mots qui ont une connotation positive. Je pense que méthode, ça peut en faire partie. En tout cas, ça peut faire vendre, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi conduire à des enfermements. Et moi, il me semble qu'à partir du moment, moi, ça ne me choque pas qu'il shoot dans le M de méthode. On peut être très ingrat avec la méthode, mais c'est une façon aussi de passer à autre chose. Et j'ai envie de dire tant mieux si on y vient et qu'on en repart, parce qu'on pourrait finir par s'y enfermer. Et c'est là que ça deviendra inquiétant. Et je pense notamment aux travaux de Daniel Favre, hein, sur ce qu'il a appelé l'addiction aux certitudes. On peut finir par devenir très dogmatique finalement, hein, avec les méthodes. C'est la conclusion de Karine Soum d'ailleurs, en toute fin de dossier.
Donc, moi, je pense que quand on tombe là-dedans, on finit par développer des attitudes où il devient difficile de voir, peut-être même impossible, de s'ouvrir à la différence de l'autre, au fait que l'autre est peut-être aussi notre façon de concevoir les choses et dans sa démarche. Finalement, j'ai envie de dire chacun son chemin, mais la méthode, quand elle est trop stricte, finalement, elle doit nous dire à chaque moment à quel endroit on doit poser le pied. Hein. En discutant entre nous, je parlais des pas japonais. C'est vrai que la méthode, c'est ça. C'est pas japonais. À chaque fois, il faut mettre un pied devant l'autre à tel endroit et pas ailleurs. Alors, j'ai envie de dire, si c'est à un moment et que ça peut nous aider, tant mieux. Si c'est toujours là qu'il faut poser les pieds et que tout le monde doit poser les pieds, là, ça devient un problème. Oui, on va vouloir vraiment aller à côté du chemin, quoi. Céline, peut-être tu veux réagir. J'ai cru reconnaître ta voix. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Le choix de la méthode n'est pas neutre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le choix d'une méthode, c'est aussi un choix politique? D'ailleurs, l'article de Roland Guagou est formidablement intéressant pour ça. Qui est-ce qui veut réagir Aurore là-dessus? voulait réagir, il me semble. Oui, comment? Aurore? Oui, par rapport à ce que disait Grégory, c'est vrai que ce que tu dis là, Grégory, ça fait aussi écho à ce que Marie-Claire l'a écrit dans le chat. C'est aussi au professeur de faire confiance à ses élèves. Effectivement, il y a un moment où l'enseignant va décider que l'élève peut tenter le coup. C'est aussi ce que disait ce dessin-là. Et je suis assez d'accord avec cette idée-là. C'est aussi une méthode que de partir du principe que l'élève est en capacité de s'approprier sa méthode. Et si, ma foi, cette méthode ne s'avère pas pertinente, c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec l'élève qui ne réussissait pas malgré une grosse quantité de travail, mais on voyait bien qu'on pouvait lui suggérer autre chose. Et cette idée des méthodes comme des objets de commerce, des marques avec des noms prestigieux, eh bien, elle fait perdurer cette idée que la méthode vient toujours d'ailleurs et pas de l'apprenant. Oui. Donc, voilà, il me semble que, voilà, en tant qu'enseignant, ça peut être intéressant de se dire que l'élève peut savoir ce qui lui convient pour peu qu'on accepte, dans un geste d'atmosphère, de lui laisser la place d'énonciateur du savoir. Oui, on parle bien de méthode pour que les élèves apprennent. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas dans une pensée magique, tel chemin va automatiquement mener à tel endroit. Ça, c'est certainement pas vrai, quoi. En tout cas, ça marche pas à tous les coups. Je voudrais vous poser une dernière question à tous les quatre, en vous remerciant encore, parce que je crois que je ne l'ai pas fait en tout début de webinaire de votre présence, mais est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée? Parce qu'on a balayé beaucoup de choses, mais c'est forcément incomplet étant donné la vastitude du sujet, l'étendue du sujet. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordée? Grégory, par exemple, encore une fois, toi. Voilà. Bon, peut-être c'était ma première coordination de dossier, donc peut-être que si tu m'avais posé la question qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, tu as commencé par qu'est-ce qu'apportent les méthodes, mais qu'est-ce qu'a apporté ce dossier méthode très, très personnellement, je voudrais dire que ça, et dire aussi à tous ceux qui œuvrent au sein des cahiers, que pour moi, ça m'a apporté d'abord des rencontres. Et Oui. alors, j'ai rencontré des gens physiquement et d'autres avec qui je n'ai discuté que par mail. D'autres, on a fait des chats. J'ai discuté avec Clotilde, on a pas mal échangé. Bon, Aurore, on a poursuivi nos conversations. J'ai rencontré évidemment Céline, avec qui j'ai collaboré. Et puis, j'ai rencontré un tas de gens très différents autour des méthodes. Et c'était assez passionnant de rencontrer toute cette diversité de collègues. Voilà. Merci. Je crois qu'il faut qu'on salue le travail de coordinateur d'un dossier, quoi. Les collègues ne se rendent pas compte de la méthode qu'il faut pour coordonner un dossier, c'est le cas de le dire. Et c'est quelque chose de passionnant et c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre également. Moi, j'avoue avoir beaucoup de chance d'en avoir coordonné plusieurs et de coordonner quelque part ces webinaires qui me permettent de belles rencontres comme encore celle aujourd'hui. Céline, peut-être une question que tu aurais voulu qu'on te pose ou pas? Non, pas spécialement. Par contre, c'est vrai que quand on m'a proposé de me coordonner ce dossier, c'est un thème qui ne me questionnait pas plus que ça.
Et d'ailleurs, je me suis interrogée parce que pourquoi est-ce que finalement la question des méthodes, c'était pas pour moi un questionnement professionnel primordial en fait. Et à la lecture face à la richesse de tous ces articles, ça m'a moi-même aidé à avancer dans ma réflexion. Et donc voilà, moi-même, je me suis beaucoup formée en fait à la coordination de ce dossier. Aurore? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement qui a été fait par les coordonnateurs parce que c'est tout à fait utile. On est dans son projet et puis, ma foi, on s'apprête à publier dans une revue. C'est important d'entrer en communication régulièrement pour s'ajuster et produire quelque chose de collectif. Et pour la question, je me disais que ça m'aurait... Enfin, on aurait pu nous demander comment on avait écrit ce texte alors qu'on est quand même 7 co-auteurs. Et ben, on l'a écrit dans l'esprit de la recherche collaborative, qui est aussi une méthode de recherche à laquelle je tiens beaucoup parce que je n'aurais pas pu, voilà, moi je suis maîtresse de conférences, j'ai été enseignante dans le secondaire pendant 20 ans et ayant quitté les classes ordinaires, hein, je suis en INSP, donc je suis dans des classes, mais ça n'a rien à voir, ce ne sont pas de vrais élèves, eh bien, voilà, je n'aurais pas pu produire cet article-là seule et il est très important pour moi d'avoir coécrit ce texte avec des collègues de l'enseignement primaire, des collègues de l'enseignement secondaire de différentes disciplines et parmi eux des formateurs. Oui, Clotilde. Clotilde qui a participé au tout premier webinaire que l'on a organisé et ça fait plaisir de te revoir. Clotilde, en t'approchant de ton micro. Merci. Oui, alors, en tant qu'enseignant, moi, je suis très attachée à la liberté pédagogique. Et du coup, cette liberté, en fait, si j'y suis attachée pour moi, je suis attachée à la liberté aussi que je peux laisser aux élèves. Et je pense que quand on débute, c'est vrai qu'on a souvent un petit peu peur. On a un peu peur de laisser cette liberté aux élèves. Et du coup, le conseil, ce serait de ne pas se laisser enfermer dans un manuel. Il faut prendre plusieurs, piocher, s'approprier, s'acculturer, regarder un petit peu toutes ces méthodes et puis toute cette diversité qu'on a découverte, la laisser découvrir aux élèves et leur laisser la mettre en application. C'est-à-dire accueillir l'élève avec tout l'imprévu qui peut aller avec. Et dans l'imprévu, il va y avoir le choix de la méthode, le choix du dispositif, de la technique. Surtout, ne pas être figé en fait dans la pratique. Tu me donnes une conclusion, vraiment une possibilité de conclusion à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Tu parles de cette liberté. Cela me renvoie pour moi, à un compositeur extraordinaire qui est relativement peu connu parce que pas très simple à écouter, qui s'appelle Alban Berg et qui écrivait concernant le fait qu'on peut aussi ne plus être dans la méthode d'écriture traditionnelle de la musique, on va dire une méthode tonale, quoi. Et il disait, donc c'est je crois 1921, la liberté, la peur. Voilà. C'est vrai que la méthode et tous ces objets sont aussi là pour nous assurer au début, pour nous rassurer au début, mais en même temps, quand on arrive à faire ce qu'Alban Berg a fait, à savoir écouter le concerto à la mémoire d'un ange, par exemple, qui est une merveille, la méthode, quand on sait la lâcher, permet une inventivité, une qualité de musique, en l'occurrence, absolument extraordinaire. Je vous remercie tous les quatre. Ben, tu veux dire un dernier mot ? Ben, il y a une déclaration pour toi, Clotilde, quelqu'un aurait aimé être, Marie-Claire, je crois, aurait aimé être une de tes élèves. Voilà. Mais je crois que si vous écoutez tous l'ensemble des webinaires, enfin l'ensemble, pas en même temps, mais si vous écoutez les webinaires que l'on produit depuis 2 ans, ce qui est frappant tout de même, c'est la beauté de l'école qui en ressort, quoi. On décrit quand même une école qui peut être très très belle, quoi. Ça, c'est quelque chose de très très optimiste de ma part. Ben, un dernier mot? Oh oui, non, par rapport à une question qui n'aurait pas été posée, je suis ravi qu'il n'y ait pas eu de question sur pour ou contre la méthode globale en lecture.
Voilà. Sinon, tu es globalement satisfait. Donc. Je suis globalement satisfait. Bon. Alors, écoutez, merci. Il est temps de clore ce webinaire en vous remerciant et d'abord l'ensemble des intervenants, vous remerciant de votre participation. Je vous rappelle que c'est un dossier très, très complet, très complexe, que ce webinaire ne vous suffit pas et qu'il faut aller le lire, qu'il faut l'étudier. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter sur notre librairie. Les cahiers pédagogiques est une revue associative et qui paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes. Donc là, vous avez vu 4 personnes pour un dossier, mais c'est une trentaine d'articles, donc certainement 50 ou 60 auteurs, plus même. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militez, rejoignez-nous. Notre prochain webinaire, c'est samedi prochain à 10h, un débat éducatif avec Mathilde Tricoire, qui est à l'Office for Climate Education, et nous parlerons donc d'urgence climatique, urgence pédagogique. C'est d'actualité, évidemment, malheureusement. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur notre site et nous enchaînerons ensuite avec un nouveau débat éducatif mercredi prochain, le 18 mai à 18h, en accueillant Jean-Michel Zakhartchouk au sujet de son livre « Enseigner avec les erreurs des élèves » en collaboration avec l'Institut Fort Prof. Voilà, inscrivez-vous par notre site. Bonne soirée à vous, très bientôt.